Good afternoon. Bonjour. Bienvenue. Bon après-midi et bienvenue. Je m'appelle Jean Lebel, directeur du domaine de programme agriculture et environnement ici au CRD. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Et message de bienvenue à l'ambassadeur de l'Italie, l'honorable, l'Excellence, M. Andrea Meloni. Bienvenue. Thank you for coming. Et aussi au haut-commissaire de l'Inde, M. Son Excellence S.M. Gavay. Welcome to IDRC this afternoon for Au CRDI, cet après-midi, nous aurons un entretien fort intéressant, j'en suis sûr. Il a été créé par une loi du Parlement canadien. Il a comme mandat essentiellement d'aider à développer les capacités de recherche dans les pays et les régions en développement et de donner aux chercheurs dans ces pays et ces régions l'opportunité de répondre aux questions critiques qu'ils font face et de trouver des solutions qui leur permettront de mieux se développer et de trouver des solutions durables. In this 40th anniversary, Lors de ce 40e anniversaire, le CRDI a lancé cette série de conférences en invitant des conférenciers plus influents à venir nous parler de développement dans l'avenir. Et aujourd'hui, c'est tout un honneur d'accueillir le professeur Mungo Swaminathan. On l'appelle tout simplement professeur Swaminathan. Le professeur Swaminathan a bien voulu s'arrêter à Ottawa. Il se dirige vers l'Université de l'Alberta, où il recevra un diplôme honoraire, le premier. Il en a déjà plus de 60, c'est ça le premier du Canada. Il aussi prononcera une allocution Bentley sur l'agriculture durable. Je vous remercie d'avoir fait escale à Ottawa. Comme plusieurs d'entre vous n'êtes pas sans savoir, le Dr Swaminathan a reçu tout au long de sa carrière bon nombre de prix de reconnaissance et je ne passerai pas en revue toute la liste puisque probablement il nous faudrait consacrer une bonne partie de l'après-midi. J'aimerais tout simplement vous parler un peu de son cheminement de carrière et le fil conducteur de sa carrière. À partir de ses tout débuts en Inde, il a obtenu un premier diplôme en zoologie et par la suite un autre diplôme en sciences agricoles. Il a reçu une subvention de l'UNESCO pour visiter l'université Wageningen dans les Pays-Bas où il a commencé à faire un travail de recherche sur la pomme de terre à haut rendement. Il a continué sa progression vers Cambridge, où il a fait ses études de doctorat en travaillant encore sur la pomme de terre. Ensuite, il est allé au Wisconsin, aux États-Unis, pour continuer de travailler sur la pomme de terre. Il est devenu professeur associé, il a fait des études postdoctorales et il a bien réussi. Il a aussi commencé, il est devenu un des scientifiques agricoles les plus brillants du dernier siècle. Plusieurs universités lui ont demandé de poursuivre sa carrière aux États-Unis, mais il voulait retourner en Inde et il est donc retourné avec sa femme qu'il avait rencontrée lors de ses études. Il a commencé à travailler, faire des études sur le riz et très rapidement, il est passé au blé. Et vous avez sûrement quelque chose, une bonne explication pourquoi est-ce que vous êtes passé de la pomme de terre au riz au blé. Ensuite, il a contribué de façon très importante au monde. À ce moment-là, il a travaillé sur la révolution verte en Inde avec l'introduction d'une variété de blé nain. On avait déjà commencé ces travaux au Mexique et c'est grâce au docteur Swaminathan et surtout à cause du docteur Swaminathan qu'on est passé au-delà de l'expérience du Mexique. On en a fait la preuve à une échelle qui n'avait jamais été vue auparavant en très peu de temps. Donc, on pouvait augmenter la production. On a beaucoup appris à ce moment-là. Des acres qui donnaient environ 3000 tonnes et très rapidement, dans ces parcelles, on a commencé
a augmenté de 30 et dans certains cas, 75 millions. Mais c'est fascinant. Mais je suis convaincue que le Dr. Swaminathan nous en parlera cet après-midi. Mais c'est un moment aussi où les défis se sont prononcés, l'utilisation de l'eau, de produits chimiques, et le docteur Swaminathan s'est toujours préoccupé de ces questions et de façon plus fondamentale, il s'est toujours intéressé aux pauvres agriculteurs. Tout au long de sa carrière, non seulement est-ce qu'il a essayé d'augmenter la productivité, mais aussi comment s'assurer que les plus pauvres puissent profiter également, et comment peut-on répondre aux défis de développement durable, que ce soit au niveau de la société ou environnemental. Il a eu une excellente carrière, directeur de l'Institut de recherche internationale sur le riz des Philippines. Il a aussi contribué à la création d'Equaset, et en 1988, il a créé sa propre organisation, la Fondation MS Swaminathan, où les scientifiques et les agriculteurs, et surtout les femmes agricultrices, se sont penchés sur l'agriculture plus durable, et de sorte qu'il s'ensuit une révolution doublement verte. Depuis 10 ans, il a joué un rôle très important pour les technologies de l'information sont appliquées à la réalité de l'agriculture. Le CRDI a parrainé certains de ses travaux où le Dr. Swaminathan et sa recherche ont bien prouvé que non seulement est-ce que c'était utile, mais là, c'était le plus utile pour les plus pauvres, que ce soit l'accès à l'information critique à l'agriculture, telle que le climat, la pluie, ou pour les pêches, les marées, les conditions de la mer, ainsi que l'accès au marché. Quel est le meilleur prix que l'on puisse obtenir sur les marchés locaux ou les marchés régionaux? Comment est-ce que ces pauvres agriculteurs participent à la chaîne de valeur pour acheminer les produits sur les marchés? Le travail se poursuit et je suis convaincue qu'il nous en parlera. Mais là, il va nous parler de la sécurité alimentaire des aliments, sécurité durable à l'ère des changements climatiques, une dimension qui va bien au-delà de notre capacité de comprendre exactement les changements à l'échelle mondiale. Mais comme plusieurs des défis qu'il a eus au cours de sa carrière de scientifique, il a toujours dit « Je préfère avoir plus de défis ». Et aujourd'hui, il nous parlera de ce sujet. Toujours pour moi un grand plaisir, et c'est la seconde fois dans ma carrière que j'ai l'honneur de présenter le Dr. Swaminathan, de le recevoir au CRDI. C'est extrêmement touchant pour moi de reconnaître en lui, comme plusieurs l'ont fait, un des pères de la Révolution verte en Inde, mais un des scientifiques qui a eu le plus d'influence sur le monde agricole et bien au-delà. Talking of the Evergreen Revolution, recognizing On parle d'une révolution doublement verte en reconnaissant les limites et le besoin de continuer à faire de la recherche, à mieux comprendre, à mieux trouver de meilleures solutions, d'une révolution verte à une révolution doublement verte. Il me fait grand plaisir de vous présenter un scientifique toujours jeune, le docteur MS Swaminathan. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de vos gentils propos. Merci beaucoup, Jean. Alors, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'être encore une fois dans l'édifice du CRDI depuis, et vous fêtez votre 40e anniversaire. Alors, j'aimerais, si vous me permettez, décrire le travail du CRDI et ses rapports avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai admiré la naissance et la croissance de cette organisation à partir de sa naissance jusqu'à présent. Et j'ai eu de bons rapports avec le CRDI
Et la vision derrière la formation du CRDI en était une extraordinaire. Et j'aimerais parler des premiers architectes du CRDI, Lester Pearson, Maurice Strong, et bien sûr, le très distingué Dr. David Hopper, que je connaissais puisqu'il travaillait à l'époque. On l'a invité à diriger le CRDI à l'Institut à Delhi, l'Institut de recherche agricole de l'Inde que je dirigeais. Il était professeur de l'économie agricole très distingué lorsque Maurice Strong et Lester Pearson lui ont demandé de revenir au Canada afin de créer le CRDI. Lester Pearson, dans ce document que Rohinton m'a gentiment remis, a dit que ce centre vise à étudier les problèmes qui concernent les agriculteurs, la production et la distribution des aliments et le contrôle du climat mondial. Il parle du contrôle du climat mondial parmi d'autres. Maurice Strong nous a quittés tellement. Il a fondé des établissements partout dans le monde, même un groupe consultatif, CGIA, c'est lui qui l'a suggéré. Maurice Strong nous dit, étant donné, il faut reconnaître la croissance, le savoir est la source de création. L'écart de l'éducation entre les pays en développement à ce moment-là, si cet écart ne s'amenuise pas, le fossé va se creuser. Alors, le fossé en ce qui concerne l'éducation ne s'est pas refermé. Alors, de plus en plus, aujourd'hui, l'économie est une économie axée sur le savoir. Le savoir représente le pouvoir, les personnes les plus riches. Si vous regardez la liste de Forbes, il y a Bill Gates. Et ensuite, c'était tout simplement le savoir, la connaissance, la propriété intellectuelle. David Hopper, qui a jeté les bases de cet établissement, a dit que le CRDI devait mettre l'accent sur les agriculteurs et les non-agriculteurs qui vivent en région rurale, puisque ce sont les citoyens du monde qui ont été les plus touchés par les changements du néolithique au moderne. Et je crois que le CRDI a eu de la chance. Un des architectes des programmes, il y en a un qui est ici, qui est directeur de l'agriculture des aliments, le Dr. Joseph House. Il a fait un travail remarquable depuis 10 ans, d'après ce que j'ai lu. Et d'après la vision, on est passé de la vision à l'action, ça a été remarquable. Et il est très respecté. C'est un scientifique très respecté dans le domaine des aliments. Les sciences de l'information, à ce moment-là, à l'époque, en 1970, les sciences de l'information dirigées par John Woolston il était visionnaire, et j'y reviendrai un peu plus tard. Évidemment, il y avait les sciences sociales, etc. Un autre volet du travail du CRDI depuis 40 ans, et qui est de créer de nouvelles institutions, mis à part leur propre programme, les ICARDA, par exemple, Joe Halson et d'autres. Le centre d'agroforesterie, en 76, en 77, il y a eu une réunion. Le CRDI était représenté. La question que l'on a posée, il y avait un document de John Benning sur les forêts. Que peut-on faire avec cela? Et j'étais invité à des fins de consultation. Nous avons décidé d'avoir un centre agroforesterie à l'époque. Cela s'appelait ICRAF, Conseil international pour l'agroforesterie, et maintenant, c'est le Centre mondial de l'agroforesterie situé à Nairobi. C'est un établissement remarquable. Encore une fois, d'être passé de la vision à la mise en œuvre. Aujourd'hui, on parle de l'atténuation des changements climatiques. Une des méthodes les plus importantes, c'est des banques de carbone. Le carbone, souvent, sont dans les océans, mais le sol peut aussi capter, entreposer ce carbone. Alors, le Centre de foresterie a identifié plusieurs endroits en Afrique, ce qu'on appelle les arbres qui forment d'abord qui fixent le fertilisant dans le sol. Le sol est plus en santé. Et en deuxième lieu, comment avoir des banques de carbone dans les sols qui, là, encore une fois, augmentent la productivité sensiblement. De même, plusieurs autres établissements, la technologie après la récolte, l'aquaculture sont importants au chapitre de la durabilité et de revenus supplémentaires. Le système
agricole que fait la promotion du CRDI. C'est la promotion du CRDI au tout début. Il y a une méthode pour essayer de maximiser les avantages des terres et de l'eau disponible et de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut avoir un revenu supplémentaire en intégrant les récoltes avec le bétail et même la technologie? Dans mon pays, un des problèmes les plus importants, c'est la technologie de production post-récolte ne concorde pas. La récolte, la manutention, l'entreposage ne se fait pas très bien. Ni le consommateur ni le producteur profitent pleinement de la production si la technologie après récolte est très faible. Le CRDI était la seule organisation pendant bien longtemps qui appuyait la technologie post-récolte. Ensuite, il y a des récoltes du millet, encore une fois, sont bien connues parce que résistent beaucoup plus au climat, à la sécheresse. On peut avoir toute une série de récoltes qui résistent beaucoup mieux aux aléas du climat, comme le millet, toute une série de millets et de légumineuses. Et il y a aussi les oléagineux. Dans mon pays, un des premiers projets que nous avons négociés lorsque je dirigeais le Conseil de recherche indienne était dans le domaine de ces oléagineux mineurs qui ne recevaient pas l'attention des autres. Et je pourrais vous parler bien longuement du CRDI, de ses contributions. C'est une contribution qui se poursuit d'ailleurs. C'est une contribution qui nous a ouvert les yeux. C'est une nouvelle façon de penser. Développement, recherche qui fait la promotion du développement. C'est maintenant une recherche qui fait la promotion du développement durable. Comme Jean l'a mentionné, la révolution doublement verte. Il y a bien longtemps, lorsqu'on parlait de la révolution verte, c'est William Gard des États-Unis en 1968 qui a retenu ce terme. Et plus tôt, on avait un thème, on appelait la révolution du blé. Ensuite, il y a eu la révolution du riz, la révolution du maïs. Et c'était la première révolution verte, c'était le maïs hybride en Iowa. Ensuite, il y a eu toute une série de révolutions dans le domaine de l'agriculture. La révolution verte, de sorte, c'était la couleur du chlorophylle, le vert comme les plantes. Si on analyse, les animaux peuvent seulement survivre si les plantes sont vertes. Et par conséquent, il a dit que la révolution verte signifie que vous absorbez plus de soleil. C'est une énergie on récolte le soleil. Mais en 1968, cette expression a été retenue. En 1971, on a beaucoup critiqué cette soi-disant révolution verte. Et les produits pétroliers, vous avez vu les prix monter à cette époque-là. Il y avait également les aliments des vidéos, les intrants ont augmenté. Donc, à partir des sciences sociales, on a dit qu'il fallait des intrants pour avoir des extrants et il fallait bien sûr de l'argent pour acheter ces intrants. Et donc acheter éventuellement de la technologie. Donc, il y a une inégalité sociale intégrée dans la technologie, et cela a été encore plus important parce que le livre de M. Carson sur le silence, les gens sont devenus conscients de l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques, etc. Et il y a eu ensuite la commission Brundtland sur le développement durable. La révolution doublement verte en Inde a commencé en 1968. Enfin, c'était vert à l'époque, la révolution verte. Mais l'idée de la révolution doublement verte est une amélioration de la productivité indéfiniment sans qu'elle coûte à la société, à l'économie. Et donc, elles ne doivent pas faire de dégâts sociaux et écologiques. Donc, les préjudices sociaux étaient importants. Bon, on a vu également un accroissement des emplois. Donc, il est important que l'écologie normale, l'équité entre les sexes dans le développement de la technologie et la diffusion, ça doit être une méthode. C'est la méthode, en fait, de la révolution doublement verte. Donc, l'égalité entre les sexes et l'équité sociale également pour ce qui est de développer et diffuser la technologie. Bon, j'y reviendrai dans un instant, mais à l'heure actuelle, le monde est encore en état
de crise d'une certaine façon. À l'avant-scène, il y a beaucoup de gens qui sont mal nourris, sous-nourris. Et le mois dernier, il y a eu une réunion à New York pour voir les progrès qu'on a réalisés pendant les 10 premières années du millénaire dans le cadre des objectifs du millénaire, donc 2025. Mais les premiers sont la pauvreté et la faim parce que les deux sont liés. Et une grande partie de cela est l'accès économique à l'alimentation. Bien sûr, oui, vous avez ici des magasins qui sont pleins d'aliments. C'est le cas ici, c'est le cas dans mon pays aussi. Mais si vous avez l'argent, comment les acheter? Donc l'accès économique à l'alimentation est devenu de plus en plus important. Et on constate, selon un collègue, l'année dernière, c'était 1 milliard. C'était 800 millions en 2000. Maintenant, selon la réduction progressive, on devrait arriver à 500-600, mais alors on est arrivé à 1 milliard. Et cette année, on dit qu'il y a une légère amélioration de 950 millions. Donc, les premiers objectifs de développement du millénaire, bien, nous ne les réalisons pas, nous ne les atteignons pas, et d'autres objectifs sont liés, d'autres comme l'égalité entre les sexes, la mortalité infantile, et tout cela est lié à la sécurité alimentaire. Et même le VIH et le sida, eh bien, ces patients-là sont souvent très pauvres. Et c'est en fait... Il faut s'occuper aussi bien de l'alimentation autant que des médicaments. Il y a le malaria, la lèpre, enfin, dans le VIH. Dans tout ça, il faut avoir une approche combinée, aliments et médicaments, et pas seulement les médicaments, pour ceux qui sont mal nourris. Donc, comment, au cours des 5 prochaines années, par exemple, jusqu'en 2015, comment le monde pourra-t-il accélérer les progrès pour éliminer la faim et la pauvreté et les problèmes liés de mortalité infantile et taux? Donc, d'ailleurs, j'ai commencé à parler de la période du savoir, mais les enfants qui ont un petit poids à la naissance, donc cela est souvent dû à la mauvaise nutrition des mères. Donc, ces enfants, bien sûr, à partir de la naissance, ils connaissent la plus grave inéquité. Et donc, il faudrait normalement donner à chaque enfant à sa naissance la possibilité de réaliser tout son potentiel mental et physique. Donc, on a beaucoup de problèmes d'inéquité, d'inégalité dans le monde, et cela est reflété également par la violence dans le cœur des hommes, qui touche beaucoup de gens. Et cela se manifeste dans d'autres domaines, comme je l'ai dit. Et sans la paix et la sécurité, on ne peut pas faire de progrès. Donc, je remercie encore une fois le CRDRI de m'avoir demandé de venir vous faire part de quelques-unes de mes réflexions. Mais avant de m'asseoir, je veux féliciter ou rendre hommage au CRDI. C'est une organisation tout à fait unique. Et les programmes d'informatique dans mon propre pays, dans mon propre centre, a été l'un des outils les plus utiles pour aider des personnes extraordinaires. On commence avec les personnes ordinaires et puis ensuite on a affaire avec des personnes extraordinaires. La plupart de ces gens d'ailleurs sont des femmes qui participent à des projets qui ont été entre autres financés par le CRD. On a parlé aussi du mouvement des centres de savoir ruraux. On a un de ces femmes. Maintenant, elles sont allées à Tunis, à Genève, au sommet, donc sur l'informatique. C'est une transformation totale due à la technologie. Et donc, ce n'était pas tout à fait ordinaire. Et voilà qui a mené à cette révolution. Donc, c'est vraiment la transformation de la technologie. Les téléphones cellulaires ou mobiles, la combinaison de l'Internet également sont des outils très puissants. Alors, le CRDI a permis à beaucoup de pauvres d'obtenir ces outils, car le savoir est très important. Et si on veut réduire l'écart de l'information, eh bien, sinon, l'écart du développement continuera à se creuser. Donc, le CRDI est vraiment
centre important et qui a montré que l'on peut remédier à ces problèmes. Alors, j'ai bien hâte à la discussion qui va suivre. Je vous remercie. Mon micro est branché, donc je vais vous dire comment va se passer l'après-midi. J'ai rencontré Larry King, Barbara Walters. Moi, je n'ai pas de formation, vous savez. Je veux simplement que tout le monde soit à l'aise et puisse utiliser l'une des deux langues officielles pour s'exprimer. Et je crois que nous avons des écouteurs pour ceux qui en ont besoin, s'ils veulent entendre la traduction. Et si vous venez au micro à un moment ou à un autre pour poser une question, alors en français, je le traduirai au Dr Swaminathan. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes diffusés sur le web en direct et que nous avons un public qui pourrait poser des questions aussi. D'ailleurs, j'ai déjà vu une question s'allumer là sur l'écran. Alors, je vous souhaite la bienvenue, vous aussi. Je ne l'avais pas fait auparavant, vous qui vous êtes joints à nous par le web. Et je demanderai donc à chacun, à ceux qui vont poser des questions, de s'identifier pour le Dr Swaminathan. Voilà. Je vous remercie et soyez les bienvenus à cette discussion avec le Dr Swaminathan. Alors, Monsieur Swaminathan, je vais commencer la conversation avec vous. C'est un privilège pour moi d'être avec vous et c'est un privilège de pouvoir vous poser une question. Ensuite, on donnera la parole au public, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. En fait, j'ai deux questions. Celle qui est officielle, qui est substantielle, mais il y en a une autre qui revient, que je pose souvent aux chercheurs. Et merci de vos mots aimables. Vous dites que le CRDI a changé les gens ordinaires et on a fait des gens extraordinaires. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une voie à sens unique. Vous avez changé beaucoup de gens vous-même. Vous êtes un chercheur et d'autres chercheurs ont changé les choses à la façon dont on fait la promotion de la recherche. Donc, merci aussi pour ça. Lorsque vous étiez jeune garçon en Inde, quel a été le moment important qui a fait que vous avez voulu devenir scientifique? Lorsque j'étais un jeune garçon, mon père était médecin, et comme beaucoup à l'époque, je parle des années 30 là, 1930, et à l'époque, s'il y avait le mouvement Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, qui voulait donc se détacher de ne plus être une colonie. Et alors, ce que j'ai appris de mon père plutôt, c'est que ce que l'on vivait, il y avait des moustiques Filaria qui peuvent prendre différentes formes et qui font enfler. Donc, il a décidé il disait, les Filaria, ce moustique n'est pas un problème, c'est un problème créé par l'homme. Donc, ce sont les humains contre lesquels il faut se lutter, contre lesquels il faut se battre, pardon. Et on a en fait éradiqué ces moustiques par l'éducation et par l'organisation sociale. Et bon, on a vu là sur les rives, c'était là que les moustiques se reproduisaient. Si à l'époque il n'y avait pas de DDT, là je parle d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, en une année, le problème chronique est disparu. Donc, ce pouvoir de l'éducation et de la mobilisation sociale m'a frappé et est resté avec moi. Donc, on a des produits à donner aux agriculteurs et je sais qu'à moins que les agriculteurs ne sachent que c'est quelque chose qui peut leur être utile, mais ils doivent aussi travailler ensemble dans de nombreux domaines. Donc, la motivation... Moi aussi, en fait, je devais être médecin parce que mon père avait construit un hôpital, mais il est mort très jeune. Donc, ma mère pensait que je devais reprendre l'hôpital. Donc, ça, c'était à l'époque de la famine dans le Bengale. Donc, nous savions que la colonisation se terminait, que c'en était la dernière phase avant la
de Seconde Guerre mondiale, me se demandait comment je pouvais aider. Donc, j'ai décidé de devenir agriculteur. Donc, mon premier baccalauréat a été en agriculture. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser en génétique parce que les semences peuvent être un élément de départ, parce que c'est normal. On garde les meilleurs pour les semer. Donc, j'ai décidé d'aller dans la génétique et la phytogénétique. Donc, voilà comment mon avenir a été orienté. Donc, c'est ça la tendance qui vous a mené tout au long de votre carrière. Donc, la malnutrition, vous assurez que les gens se portent mieux. Et dans le discours que vous avez fait, vous parliez des objectifs du développement du millénaire, mais c'est curieux parce que les interventions qu'on a eues du web, une dame qui est à l'École nationale d'administration publique, qui parle également de ces objectifs du millénaire. Et j'ai vu le rapport de la FAO il y a 2 semaines sur la réalisation de ces objectifs. Et j'ai vu également, il en a été question à la conférence de New York, pourquoi n'a-t-on pas fait autant de progrès qu'on aurait dû? Et surtout, sur la faim et la malnutrition. Même s'il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur le nombre, sur le fait que les chiffres diminuaient, 1 milliard de personnes qui ont encore faim, ça n'est toujours pas acceptable. Mais où avons-nous échoué? Pourquoi n'avons-nous pas atteint ces objectifs? Pourquoi n'avons-nous pas pu les atteindre? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Mais quelqu'un me l'a déjà posé. Comment a-t-on des problèmes? Eh bien, l'alimentation, c'est la première chose le plus importante pour l'homme. Mais nous avons encore beaucoup de problèmes, bien qu'ils diminuent. Mais je crois qu'il faut le séparer pays par pays. Chaque pays doit avoir son propre programme contre la faim. Et ensuite, les problèmes dans les domaines, c'est qu'il faut qu'il y ait des budgets. Il y a tellement d'actions, mais il faudrait qu'on se regroupe. Par exemple, pour la propriété des terres, la réforme agraire, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Au moins, les agriculteurs devraient avoir un intérêt dans la terre. Ensuite, on doit leur fournir des intrants. Mais dans bien des cas, cela manque. Mais en dehors de l'agriculture, la sécurité alimentaire a 3 composantes. La première, la disponibilité de l'aliment, donc c'est fonction de la production. Il faut aider l'agriculteur à produire. Et ensuite, c'est l'accès à l'alimentation. La plupart des interventions politiques se concentrent sur l'accès. Dans mon propre pays, actuellement, on s'est écarté de l'approche Gandhi. Il disait qu'il voulait des hommes avec la pleine dignité. Donc, tout le monde doit pouvoir y obtenir. Mais dernièrement, on s'est écarté. On a voulu avoir le droit à l'information, à l'éducation, aux soins de santé et également les droits des autochtones, des peuples autochtones. Donc, la dernière étape, c'est l'alimentation et le droit à l'alimentation. C'est une promesse qui n'a pas toujours été tenue. On essaye d'en faire une législation. Donc, on doit en faire un droit pour les gens et à un prix faible parce que l'accès économique à l'alimentation doit être vrai. Mais cela n'est pas toujours vrai. Mais dans mon propre pays, je dois dire, on peut le mettre en œuvre, mais il faut avant tout aider les agriculteurs. Et si les agriculteurs ne produisent pas, évidemment, on ne va pas très loin. Ensuite, il y a les prix. Les prix qui augmentent. Il y a quelques années, les prix ont augmenté. Donc, tout cela s'est fait presque instantanément. Alors, ce qu'il faut, une première chose, la disponibilité des aliments et l'absorption ensuite.
Donc, il faut avoir évidemment de l'eau potable. On parle déjà de tellement de grandes quantités. Et malheureusement, enfin heureusement aujourd'hui, il n'y a plus de mortalité due au diarrhée après le développement à l'Institut du Bangladesh. Donc, l'absorption des aliments dans le corps, la disponibilité de l'aliment, les facteurs, il faut qu'il y ait donc une convergence d'action. Il doit y avoir des politiques, mais aussi l'action. Et ça ne s'est pas produit parce que je crois que c'est la gouvernance de l'exécution des programmes de sécurité, de protection du revenu. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption. Bon, il y a des choses qui se font dans le monde. En Inde, on a pu arriver en arrivant à certaines synergies avec ces programmes, mais il y a des problèmes dans les pays d'Afrique. Et ça, c'est vraiment une première étape. La production, la productivité, la terre doit aller à l'agriculture. Les jeunes ne veulent plus être agriculteurs. Ils ne veulent plus rester sur la terre. C'est un gros défi aujourd'hui. Donc, l'agriculture a des problèmes sociaux. Et en définitive, l'égalité agricole, si tout cela ne va pas bien, eh bien rien n'ira bien. Et il faut, si on exploite trop les terres ou l'eau dans notre dans notre propre pays, dans le Pendjab, nous avons eu cette révolution verte. Donc, ça exige plus d'actions concertées. Et à moins qu'il y ait il faut aussi des mécanismes de gouvernance qui soient là. La possibilité de supprimer la faim est simple, mais il faut avoir assez d'aliments. Mais c'est une question complexe et ça ne peut pas être fait seulement par des actions politiques locales. Et ça doit se faire aussi à l'échelle régionale et nationale, à tous les niveaux. Il faut un grand engagement de partout. La priorité 1 du monde doit être ça. On doit l'appeler la priorité numéro 1 du monde. Merci. Alors, vous nous parlez des éléments de base, la sécurité alimentaire, la production, l'entreposage, la distribution et l'aspect nutritif également. En fait, c'est un domaine très complexe, le domaine de l'agriculture. L'agriculture touche à une foule de questions. Il y a aussi, oui, c'est vrai qu'il faut une action concertée. Alors, si vous avez des questions dans la salle, vous pourrez les poser tantôt, mais j'ai une dernière question à vous poser. Coordonner les gestes dont vous parlez, et c'est-à-dire s'aligner avec les objectifs de développement du millénaire. Quelles leçons peut-on tirer de la première révolution verte? N'y avait-il pas une action concertée à ce moment-là? Et vous avez vu quelles étaient les lacunes. Nous vivons encore avec ces lacunes. On essaie toujours de faire mieux. Mais quel était le premier secret de la révolution verte en Inde? La révolution, le progrès, l'évolution, révolution ne sont pas la même chose. Tout à coup, on avait un taux de croissance de 100 à 200 et ça a été déclenché par deux éléments. La symphonie, on n'appelle pas tout simplement ça révolution verte, c'était comme une symphonie. Il y a plusieurs choses qui doivent s'unir, pas de voix discordantes. En premier lieu, c'est la technologie, le moteur de changement. Voilà, l'introduction au début, la transformation de la technologie, les téléphones mobiles, cellulaires, transformation de la technologie, ça change la vie des personnes et des gens qui ne peuvent plus vivre sans ça. Alors, la technologie, en deuxième lieu, la technologie peut mettre sur la tablette, mais comment est-ce qu'on l'utilise dans les champs? Il y a différents... je peux dire que j'ai une nouvelle variété de semences, mais les agriculteurs ne l'utiliseront pas à moins que la semence soit disponible, ou l'engrais, ou l'électricité, tout ce domaine de service. En troisième lieu, politique d'État par rapport au prix d'un intrant
des excédents, l'économie de l'agriculture doit être, faut que ce soit attirant pour les agriculteurs, que ce soit le fertilisant, les semences, l'eau, l'électricité, aussi la question des excédents pour les marchés. C'est l'incentive, mesure d'incitative les plus importantes lorsqu'il y a la récolte. Si vous n'obtenez pas un bon prix, un bon marché, de fait, Norman Bourlaug lui-même a dit un des problèmes en Afrique, la frustration, c'est qu'on peut augmenter la production et la productivité, mais ensuite les agriculteurs doivent en tirer des avantages. Mais les trois, la technologie, les services, la politique d'État et l'agriculture est une entreprise du secteur privé. En Inde, c'est la plus grosse entreprise du secteur privé. Je dis aux Indiens de l'industrie, vous êtes le secteur privé le plus important. 600 millions de personnes en Inde dans le domaine, à moins qu'ils soient enthousiastes, que les agriculteurs, cet enthousiasme de la part des agriculteurs, il fallait le voir pour le croire dans les années 60, surtout dans le Punjab, ce qu'on appelle les agriculteurs sikhs. L'agriculture, ils l'ont dans le sang. Lorsqu'ils voyaient une occasion, ils sautaient dessus. Aujourd'hui, vous voyez que les agriculteurs du monde, non seulement en Inde, mais il y a tellement de facteurs importants comme le changement climatique, de problèmes. Il y a aussi les inondations, les sécheresses, les pannes d'électricité, problèmes de marché, s'ils produisent davantage. Alors, la commercialisation en Inde, il y a 2 récoltes, le blé et le riz, qui, de façon uniforme, de 5 millions de tonnes à 47 à 80 millions de tonnes, 82 millions de tonnes cette année. Il y a toujours eu cette progression. Il y a un marché qui est garanti pour les agriculteurs, de même que le riz, mais pour les autres récoltes, ce n'est pas pour les oléagineux, pour les grains, les céréales. Il y en a plusieurs où les prix fluctuent. Lorsqu'on produit davantage ou trop, les agriculteurs souffrent. Alors, il faut réunir ces 4 technologies, les services, la politique d'État, qui mèneront à l'économie de l'agriculture. Et enfin, les agriculteurs du monde doivent être enthousiastes. Il faut qu'on accorde un prestige social aux agriculteurs. Dans bon nombre de pays, les agriculteurs n'ont pas leur importance. Même lorsque j'ai assisté à un collège agricole, le directeur m'a dit, vous avez de bonnes notes, pourquoi est-ce que vous venez étudier ici? J'ai dit, est-ce que c'est un péché de faire des études en agriculture lorsqu'on a de bonnes notes? Alors, il y a cette attitude qu'il faut changer. D'abord, il faut aller faire des études médicales ou de génie. Et si vous n'arrivez pas à faire ces études à ce moment-là, vous allez dans le domaine de l'agriculture. C'est vrai non seulement en Inde, mais ailleurs également. Il faut accorder plus de prestige social aux agriculteurs. Et maintenant, notre public, on va écouter les questions des participants. Présentez-vous, s'il vous plaît. Votre nom, l'organisation que vous représentez. Il faut que vos questions soient succinctes pour permettre le plus de questions possible. Et nous prendrons 3 questions de suite de ce côté-ci. Ensuite, de l'autre côté, nous vous reviendrons. Allez-y. Merci. Nan Standen, fonctionnaire à la retraite. Vous avez parlé de développement durable, de la révolution doublement verte. Et un ingrédient important, selon moi, c'est l'eau, non seulement en Inde, mais ailleurs également. En Inde, par exemple, au Punjab, que je connais un peu, il faut creuser de plus en plus profondément pour aller chercher de l'eau. Et également, la qualité de l'eau n'est probablement pas très bonne non plus. Que fait-on pour répondre à ce défi, c'est-à-dire une pénurie d'eau, surtout puisque l'eau, on en a besoin davantage que les Anglais. Merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Brian Hull, membre du projet FAIN, Hunger Project, au Canada, et je veux réduire le fossé qui existe dans le domaine de l'éducation. Et voici le problème. Au début de ma participation au développement international, je me suis rendu compte qu'une partie du problème, c'était un manque de compréhension
quant à la façon dont fonctionnait le monde en développement et comment notre façon de comprendre avait influencé ce que nous faisions, mais influencé aussi la compréhension des personnes dans les pays en développement quant à ce qu'il fallait, ce qu'ils voulaient. Une partie de ce qui nous manque en éducation, on parle de les aliments, la production des aliments et de la nourriture, mais il y a une chose que j'ai appris très tôt au début de mon travail, c'est l'importance des travailleurs agricoles canadiens et au Sri Lanka, sous le plan Colombo, où ils avaient noté qu'une communauté qui avait une vision de l'avenir, qui était organisée, mais avec très peu d'intervention de l'extérieur, pouvait améliorer son bien-être avec un certain espoir pour l'avenir et la stabilité. Mais le problème, c'est qu'il y a pour nous, dans le monde développé, dans ce type de milieu, il n'y a pas d'expertise agricole ou de recherche ou de technologie pour aider. Et cependant, le développement de bas en haut existe là où les gens se prennent en main, apprennent de l'extérieur. Ça semble être un des moyens les plus puissants pour la collectivité de se développer. Ma question est la suivante. Comment réduire ce fossé dans le domaine de l'éducation? Parce que nous, notre façon, on met l'accent de façon très étroite sur l'eau, sur les aliments, pour qu'on commence à reconnaître que, comme vous avez appelé ça, c'est une question de mobilisation, de convergence de bas en haut et qu'il nous faut en être plus conscients. Et en Inde, bien sûr, il faut habiliter les femmes pour qu'ils aient un rôle plus important, plus actif dans le domaine de l'agriculture comme dans le domaine politique de l'Inde. Merci beaucoup. Et une toute dernière question ici. Je m'appelle Pravinuji, je suis fonctionnaire, mais je pose cette question-là strictement au plan individuel. Ma question est la suivante. Il y a 500 millions de téléphones cellulaires en Inde, grosso modo, et il y en a très peu dans les villages, mais est-ce que l'agriculteur ne doit pas être assez sophistiqué, d'avoir un certain niveau de connaissance avant de pouvoir utiliser cet outil de communication extraordinaire pour obtenir le type d'information qui pourrait l'aider directement. Conversation sociale, ça va, mais la capacité d'un agriculteur d'utiliser le téléphone cellulaire pour se retirer de l'information utile, comment le fait-on? Est-ce que le CRDI joue un rôle à cet égard? Peut-être qu'on pourrait discuter davantage de cette question, mais je dois dire que je travaille dans le domaine de la technologie de l'information et des communications. Oui, on comprend que vous êtes parti pris. Docteur Swaminathan, nous avons une question qui se rapporte à l'eau. Il y en a une qui se rapporte à l'éducation et ensuite pratique agricole et la technologie de l'information. Vous voulez répondre à ces questions? Je pense que la première question, en ce qui concerne l'eau, est un besoin très fondamental. On ne peut rien faire si vous n'avez pas d'eau. C'est un désert. L'eau est extrêmement importante et sera donc une des contraintes les plus importantes dans le contexte du changement climatique à l'échelle de la planète. Même 1 degré ou 2 centigrades de plus élevé, on se rend compte que dans le Punjab, environ moins de blé, 7 millions de tonnes de blé de moins. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se rattachent à l'eau. En Inde, nous avons ce qu'on appelle les moussons. Dans la plupart des endroits en Inde, l'eau, la pluie, on a 100 heures de pluie par année. À moins de récolter cette eau, à moins de pouvoir l'entreposer, vous aurez des problèmes. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'ai appris dans mes manuels scolaires que c'est Cherrapunji, dans les Himalayas, où on a le plus d'eau par année. Lorsque je suis rendue là, personnellement, au mois de novembre, il n'y avait pas d'eau. Puis j'ai dit, mais c'est là où on a le plus d'eau au monde. Ils ont dit oui, mais à ce temps de l'année, c'est difficile de l'avoir parce que il y a des forestations. Alors, l'eau tombait, causait des inondations. Par conséquent, on a mis en branle un programme. On a convaincu les gens à récolter et entreposer l'eau
dans des citernes. Et ça a tout changé. La région, il y a un programme important qui s'appelle Mahatma Gandhi, programme de garantie d'emploi en région rurale, qui garantit l'emploi pour le travailleur non spécialisé 100 jours par année. Une personne de chaque famille. Si vous n'avez pas d'emploi, à ce moment-là, vous pouvez y aller parce qu'il y a une garantie. Vous aurez un emploi. La priorité la plus importante de ce programme, c'est l'eau. La récolte de l'eau, la gestion de l'eau. Il y en a un qui concerne la main-d'œuvre. Gandhi disait la main-d'œuvre et l'intellect, les deux doivent aller de pair. L'intelligence et la force physique. Et heureusement, maintenant, cela se produit. Il y a énormément de main-d'œuvre partout au pays. La priorité la plus importante est accordée à l'eau. Nous avons maintenant un plan qui s'appelle la guerre, non pas la guerre pour l'eau, mais non pas la guerre pour se battre. Alors, c'est une situation gagnante-gagnante. Il y a le recyclage des eaux usées. Nous allons bientôt lancer aussi un programme assez vaste. On veut convertir l'eau de la mer en eau fraîche, non pas par osmose inverse, mais en utilisant l'usine. Il y a un programme important qui va bientôt démarrer parce que 25% de la population vit le long de la côte, à 50 maximum de 50 km de la côte. Alors, comment convertir l'eau de la mer en eau potable au moyen des hydrophytes, halophytes? Alors, il y a aussi une modification génétique qui se fait. La question clé, chaque pays doit avoir une stratégie pour avoir suffisamment d'eau pour répondre aux besoins du pays à des fins industrielles pour les services de l'écosystème. En Indonésie, il y a des incendies de forêt, et même aux États-Unis, en Californie, je pense, il y a des incendies parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est très sec. À ce moment-là, il y a un risque de feu de forêt. Alors, il nous faut ici, pour l'agriculture et autres, 75% de l'eau en Inde est consacrée à l'agriculture, plus grand consommateur, ensuite domestique, industriel, services écosystème. Nous devons nous doter d'une stratégie de gestion d'eau intégrée en utilisant l'eau des rivières, l'eau souterraine, l'eau de pluie, l'eau recyclée, l'eau de mer, toutes ces sources d'eau. Deuxième question du projet FIN, parce que j'ai été associée à ce projet moi-même. Et le docteur Joe Hulse a beaucoup travaillé à ce projet. Éducation, comme je l'ai dit, on voit comment, en bout de ligne, l'éducation, dans le cas des pauvres en région rurale, l'éducation mènera aussi à des avantages concrets. Il y a une expression que j'ai adoptée en 72, technératie. Technératie, c'est la littératie. On commence par, on apprend en faisant. Dans les centres agricoles où il y a une femme qui vient d'une tribu qui n'a jamais fait d'études et aujourd'hui, elle peut faire de la reproduction de poissons grâce à la glande pituitaire parce qu'elle l'a appris en regardant et non pas en étudiant dans des livres. Le pouvoir de l'éducation, on doit aussi pencher côté technique, côté utilitaire, et non pas l'éducation pour l'éducation en soi. Aujourd'hui, c'est maintenant possible. Nous avons un logiciel d'une fondation. Ils ont un logiciel où on apprend à lire et à écrire en 40 heures. Ça s'appelle Joyful Learning, apprendre en s'amusant. Alors, enfin, à moins, il y a aussi des gens qui veulent s'intéresser. Ils savent que s'ils sont analphabètes, les emplois qu'ils peuvent obtenir sont des emplois pour des travailleurs non spécialisés où ils auront un salaire minimum, mais pas plus. Alors, il y a des leaders de transformation sociale aussi en Inde
qui se concentre sur l'éducation. L'éducation mène à la croissance et au développement personnel. Mais il y a une stratégie uniforme dont je vais vous parler, mais ça n'existe pas. Ça varie d'un endroit à l'autre. Là où nous travaillons, on utilise la nos classiques. C'est la première étape. D'abord, l'utilité des compétences, puis ensuite, on passe à l'éducation. Ensuite, téléphone cellulaire et le rôle du CRDI. Nous nous rendons compte avec toute cette technologie moderne, que ce soit l'Internet ou la télé, le câble, la radio, téléphone cellulaire, on utilise les quatre dans nos centres du savoir. Avant le téléphone cellulaire, il y avait la radio communautaire. Et dans la révolution verte, c'était l'outil de communication le plus puissant. La radio ne coûte pas cher. Chaque agriculteur a sa radio quand il va dans les champs. Nous avons commencé à transmettre de l'information à la radio. Il y a des variétés radio qu'on appelle. Nous devons donc utiliser toutes ces sources d'information. Et il y a deux domaines, selon moi, qui ne sont pas financés adéquatement. C'est la création du contenu. La création du contenu est bien intéressante. Si vous allez dans un village et que vous parlez aux femmes et aux hommes du village, à moins que le contenu dynamique soit disponible, non pas un contenu générique, mais un contenu dynamique, en ce sens qu'on ajoute valeur. Si je vous montre une photo satellite, ça ne veut pas dire grand-chose. La télé nous montre toujours des photos satellites, mais il faut qu'on convertisse en endroit et en conseil précis, c'est-à-dire valeur ajoutée à l'information primaire. L'information devient le savoir. Voilà pourquoi on appelle ça un centre du savoir. En fait, l'objectif ultime, c'est la sagesse, mais l'information doit être convertie en connaissance, en savoir, de l'information qui s'apporte à un endroit particulier. Renforcement des capacités et création sont bien importants. La plus grosse initiative, je dois dire, qui a été faite, ça a été faite par Microsoft, qui a donné un potentiel illimité. Le gouvernement met beaucoup d'argent sur l'infrastructure. On a 100 000 centres de savoirs ruraux dans les villages. Mais tout cela seul, avoir un ordinateur dans la salle, ça n'est pas très important si vous n'avez pas le contenu. Et il faut qu'il soit dynamique, ce contenu, qu'il soit propre à la localité, pertinent pour la localité, dans la langue de la localité, et pour que les gens puissent le comprendre. Donc, tout cela exige des investissements, une formation, etc. Mais là encore, le problème de la convergence de plusieurs joueurs ou acteurs. Et donc, l'important, c'est de mettre ces centres de savoir. Maintenant qu'on a compris, en tout cas, dans les centres qu'on fait fonctionner, avec l'aide du CRDI, on a lancé un programme en 1992 grâce à des ateliers il y a une vingtaine d'années. Donc, le mouvement des centres de savoir ruraux. Et maintenant, ça s'est généralisé. Et le secteur privé, des compagnies comme ITC, avec un collège, commercialisent de l'information. Mais ça ne va pas aider tous les autres secteurs. Bien dans bien des endroits où on travaille, on regroupe les agriculteurs. Mais on leur donne l'information. Enfin, pour beaucoup, on essaye de leur faire parvenir donc cette information. Il faut avoir un numéro de téléphone. Ça peut être aussi sur le plan social. Donc, une habilitation sociale, parce que cela peut être très progressif. Tant qu'on a prévu le programme pour soutenir les femmes, parce que on sait que maintenant on sait que le lait maternel est important pour le bébé, donc il faut qu'elle aille travailler. Donc, le gouvernement aide les femmes. Et ça, c'est très important parce que 50% des femmes ne savaient pas que ce programme existait. Donc, on apprend que l'information est importante maintenant. Maintenant, j'en viens à l'autre question. Je ne sais pas si c'est 500 millions ou 1 milliard, mais il faut voir les moyens de vie des gens. Cela dépend, évidemment, d'avoir du travail supplémentaire.
Bon, bien sûr, c'est un média de communication, le téléphone, le cellulaire, bien sûr, mais communiquer est important. Alors, on va poser une deuxième série de questions. Mais je vais demander au public ou à la personne qui va poser la question suivante de formuler sa question en l'accent un petit peu sur le changement climatique. On a parlé de sécurité alimentaire dans l'optique du changement climatique. Alors, il y a... Monsieur, si votre question n'est pas liée au changement climatique, je vois que vous reculez dans la ligne. Non, non, vous pouvez quand même la poser, votre question. Mais, Monsieur Swaminathan, on entend que l'agriculture contribue aux émissions de gaz à effet de serre, que ce soit par les produits, les appareils ou pour le carbone qui vient du sol, la déforestation, le déboisement. Alors, par ailleurs, on entend des gens qui disent non, non, l'agriculture est vraiment l'une des meilleures façons d'atténuer le changement climatique avec la conservation du carbone dans le sol. Donc, on met cela à l'avant-scène. Et ça, c'est un monsieur de Guelph qui dit cela, un consultant, que nous devons revenir aux petites exploitations agricoles. Parce qu'on parle d'agriculture sur une petite échelle qui serait la solution au problème. Mais le problème, c'est que ces agriculteurs-là disparaissent parce qu'on a tout le temps fait la promotion de l'agriculture de grande échelle. Alors, est-ce que j'aimerais savoir ce que vous en pensez là-dessus? Ben, vous en parlerez, mais peut-être pas maintenant, mais peut-être aussi par les questions qui vont être posées. Alors, on va commencer de ce côté-ci, cette fois-ci. Alors, pas de changement climatique dans ma question. Mon contact avec l'agriculture au Canada a été entièrement par le biais de la politique commerciale et j'ai écouté attentivement votre discours et vous n'en avez pas parlé. Maintenant, si je regarde sous l'angle de l'Inde, c'est tout à fait logique. C'est une question de production, de distribution, de le faire arriver à ceux qui en ont besoin. Mais au Canada, la question est de savoir qu'est-ce qu'on échange ou qu'est-ce qu'on n'échange pas. On vend des céréales, on est un gros exportateur, et non pas des produits laitiers parce que nous ne sommes pas efficaces. Donc voilà comment on fait des politiques commerciales, en tout cas dans le contexte canadien. Mais dans d'autres régions du monde, c'est une question beaucoup plus complexe. Si on le regarde dans l'optique de l'Afrique, que fait-on? Que faire? Vous semblez suggérer que chaque pays doit tirer sa propre sécurité alimentaire par d'un ensemble de politiques. Il me semble presque que... Enfin, il y a sans doute de bonnes raisons à cela, mais vous pouvez sans doute les justifier, mais chaque pays devrait pouvoir nourrir sa population. Mais ça ne va pas se produire ici. Mais que faire des frontières? Permettez-vous le mouvement des aliments, des produits alimentaires qui vont réduire le prix des aliments, mais qui vont affecter la production, dans certains cas de façon positive, dans d'autres de façon négative. Mais l'inclinaison, je crois, la tendance en Afrique, je crois, est que l'on veut contrôler le marché des aliments, essentiellement parce que le pouvoir n'est pas entre les mains des producteurs, mais entre les mains des consommateurs des villes qui influent sur le gouvernement. Alors, quelle est votre optique? Quelle est votre opinion sur le sujet? C'est une question difficile et je peux voir des arguments dans les deux sens. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait laisser aller le marché mondial pour qu'il prenne en main l'essentiel de l'alimentation du monde.
pour ceux qui ne peuvent pas le faire par leur propre production. Est-ce que vous êtes favorable au cycle de Doha ou non? Est-ce que vous êtes pour les subventions agricoles dans des pays comme l'Europe, les États-Unis? Parce que si vous réussissez, la production va diminuer, les prix vont monter. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'autre micro. On va essayer de réduire les questions, s'il vous plaît. Michael Leone. Je travaille au CRDI pour le changement climatique et l'eau. Alors, j'ai deux questions. En fait, il y en a une qui est liée au changement climatique. Étant donné que nous sommes une année de changement climatique, donc, étant donné que nous sommes dans une année de changement climatique, l'intégration de plus en plus grande des connaissances entre les centres de recherche agricole et les centres météorologiques seront nécessaires. Donc, ma question est la suivante. Que pourrait faire le CRDI et quel rôle le centre pourrait-il jouer pour intégrer les deux? Et ma deuxième question, et nous avons eu le plaisir, il y a quelques jours, d'avoir un discours de d'une banque sur les affaires sociales et dans le cadre environnemental. Et étant donné que vous en parlez, vous dites que c'est quelque chose qu'une contrainte importante pour atteindre les premiers objectifs du millénaire. J'aimerais savoir quel serait le rôle de tout cela dans ces affaires sociales. Alors, on va prendre une dernière question de ce côté-là. Navin Patney. Je suis retraité et j'ai fait du génie scientifique et j'ai travaillé à Agriculture Agroalimentaire Canada. Je me suis intéressée à l'environnement, aux gaz à effet de serre et à l'agriculture durable. Les fermes, les exploitations deviennent de plus en plus grandes et au Canada et aux États-Unis, il n'y a que 2 ou 3 % de la population qui nourrit le reste des gens, les 98 autres, 2 personnes sur 100. Donc, la consommation de viande aussi est importante. Alors, ce qui se passe, par exemple, dans le nord du Dakota, ils sont passés de la culture du tabac à la production de bœuf. Et le Dakota du Nord, maintenant, est le plus gros producteur de bœuf après l'Iowa. Et tous les aliments qui sont donnés aux animaux viennent du Corn Belt américain. Donc pas très loin du nord du Dakota, donc qui est assez loin plutôt, pardon, et donc on doit transporter tout cela. Il y a de grosses émissions de gaz à effet de serre de ce fait. Donc, mais on augmente les transports. Et d'autre part, il y a ces exploitations agricoles et le fumier des élevages crée des problèmes également, des gaz à effet de serre. Peut-être que vous voudrez faire un commentaire là-dessus, mais le docteur Norman Borlaug était là il y a 5 ou 6 ans. Il a fait un discours, il a fait une conférence, il a dit pour nourrir la population du monde, il faut continuer à utiliser les engrais indéfiniment. Et là, on a toute une quantité incroyable de fumier animal qui n'est pas utilisé comme il faut. Alors, peut-être que la production de gaz naturel ou le fait que le gaz naturel disparaisse ou les phosphates. Donc, que pourrait-on dire ici en matière de durabilité? Comment augmenter l'utilisation de ce fumier animal qui, il y a 5 ans, le chimiste des demi-heures disait qu'on perdait un petit peu sur ce chapitre. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez là-dessus. Donc, sur la durabilité, les gaz à effet de serre et le changement climatique. Il y aura une autre série de questions. Professeur, il y a toujours un moment dans ces périodes de questions et réponses où je ne vous envie pas. Je n'aimerais pas être à votre place avec toutes ces questions qui ont été posées. Donc, vous pouvez
a décidé de répondre aux parties qui vous paraissent les plus importantes pour répondre aux défis que posent ces questions. Eh bien, je crois, en fait, la plupart de ces questions sont liées. On a commencé par demander comment atténuer l'agriculture, parce qu'on a parlé d'adaptation, on a parlé de la sécheresse, des inondations, mais l'atténuation dans l'agriculture, on n'insiste pas autant là-dessus, on ne l'étudie pas suffisamment que les autres formes d'atténuation, surtout comme l'énergie. J'étais à Copenhague l'année dernière. Il y a eu une promotion faite par le Fonds international, mais l'essentiel venait de l'agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau. Et en fait, ce seront les choses qui seront le plus touchées par le changement climatique, et surtout pour la vie et l'eau. Donc, cette question que vous avez soulevée est très importante, mais maintenant, pour atténuer les choses, on essaie de comprendre les choses petit à petit. Lorsque j'ai parlé des nouveaux programmes, des nouveaux schémas, prenez le déboisement et on essaye de reboiser. Maintenant, on fait la promotion pour reboiser. Donc ça, c'est une chose. Mais les grosses banques de carbone peuvent être construites, peuvent être constituées. Donc, ça a un double avantage, en fait. En Inde, par exemple, l'utilisation des engrais est devenue moins utile, moins importante. Donc, il faudrait demander à chaque pays, en fonction du rôle de l'agriculture et en fonction des émissions de gaz à effet de serre, il faut voir quelles sont les possibilités de stockage du carbone pour arriver à un équilibre. Je sais que les frontières sont une question importante. Il faut aussi, il y a les usines de biogaz, donc le méthane. Et on peut aussi avoir des influences meilleures en utilisant certains engrais. Donc, il y a toutes sortes de mesures que l'on peut prendre pour atténuer, mais ça demande toujours plus de savoir, mais aussi de soutien financier, parce que les gens s'en prennent à l'agriculture uniquement, mais ils veulent que l'agriculture paye toute l'atténuation. Et ça n'est pas logique. La production, la distribution, la consommation en Afrique et ailleurs, nous on appelle ça les 4 C, conservation, culture, enfin consommation, etc. Tout cela devrait être intégré dans un même système. C'est difficile à mentionner, mais dans beaucoup de cas, ce sera difficile à mettre en œuvre. On fait de la conservation d'un côté, la culture, la révolution doublement verte donc vise la production à perpétuité. Donc, il y a celle aussi qui s'occupe de l'intégration des différents éléments d'approvisionnement. Mais dans le contexte africain, dans tout contexte d'ailleurs, dans le contexte indien aussi, il nous faudrait avoir beaucoup plus de techniratie, c'est-à-dire apprendre par la pratique et non pas par des leçons. Et on espère que cette nouvelle alliance avec la révolution verte, on espère qu'ils vont faire quelque chose de différent. Sinon, ce sera une nouvelle méthode qui ne donnera pas les résultats voulus. Donc, il faut comprendre la culture, l'être humain, et les meneurs de la révolution doivent venir du bas, de la base, des hommes et des femmes de la base. Si ça va, c'est ce qui... il y a eu une petite révolution, c'était un programme pour les femmes qui est devenu un mouvement de masse. C'est un mouvement agricole, d'agriculteurs. Donc,
Mais les dirigeants donc venaient de la base. Mais je ne vois pas l'intérêt pour former les gens. L'idée du CRDI, le fait il faudra y voir peut-être les gaz à effet de serre aussi, c'est la même question. Ces émissions, la surutilisation des engrais, on connaît tous ces problèmes. Et d'un côté, il y a des gens qui disent il faut que l'on fasse de l'agriculture biologique, faire une lutte antiparasitaire intégrée, donc ne plus utiliser d'engrais, enfin en tout cas des quantités minimum, ce qui est nécessaire vraiment. Mais il y a beaucoup de manque de connaissances sur la durabilité, les étapes, les mesures à prendre pour que ce soit durable. C'est difficile à dire, mais on peut prendre des étapes, mais ça n'est pas durable. Mais lorsqu'on parle d'agriculture durable, eh bien, l'un des projets du CRDI, c'est pour la forêt pluviale au Guyana. Et on a une forêt pluviale qui a été donnée au Commonwealth et on a dit que tous ceux qui viennent dans le pays, on dit que l'on doit gérer cette forêt comme il se doit. Eh bien, le président répond en disant je vais vous donner de la terre et montrez-moi comment faire pour que ce soit durable. Donc ça, c'est le défi. Alors, en fait, le défi a été relevé. Et le CRDI a joué un rôle important dans les premières années. Donc, la technologie de l'information est importante. Il y a des possibilités. I have always recommended, and many of you have already read it, growing what Mr. Richard Lowe has called growing nature deficit disorder. Nature deficit disorder. In other words, in our computer age, we are not looking at the real world. We will get glued to some machine all the time. The other is there are no faces before figures. Those talk about figures. 1 billion people are going to bed hungry. We go on tirelessly saying, even remember 10 or 15 of them whom you know. You put faces before figures, then you become much more involved, emotionally involved, spiritually involved. Mother Teresa used to call it the problem of whether disease or of hunger is the poverty of spirit. The poverty of spirit which leads to poverty of compassion. And if you do it all mechanically, you will never be able to achieve it all. Very good word. And it makes me remember also IFAD president, Kanayo Kazambe, who is always saying, you know, statement, declaration, conferences do not change the face of the world. Only action in the field does. We're going to go into our last round of questions. And, you know, I might ask the people coming to the mic to also I'll guide them a little bit, but I don't think we have talked enough of gender in the conversation this afternoon. So maybe, you know, bring a little bit of gender dimension into what you were to ask to Dr. Swaminathan. So I see a smile on this face, and she says, no, no, no. I'll come back to you. We'll start with you, Madam, please. Sure. My name is Susie Walsh, and I work with an organization called USC Canada. Many in this room might remember it as Unitarian Service Committee. And we now focus entirely on the issue of food security, particularly food security in the Global South, as well as the idea of food sovereignty, which involves not only access to food, but the right to grow food, to grow healthy food, and to have some control over the food system. And to bring the gender dimension into it, smallholder women farmers. Petites femmes qui ont été les plus marginalisées dans ce système où ils ont eu un peu de contrôle sur les petites récoltes. On appelle ça des récoltes mineures et c'est révélateur, n'est-ce pas? Mais la question que j'ai, je voulais soulever la ISTD. Nous sommes très encouragés de ce rapport du IAFTD, donc la multifonctionnalité de l'agriculture, et je crois que plusieurs de vos remarques aujourd'hui me porteraient à croire que vous appuyez ce rapport. J'aimerais cependant savoir ce que vous en pensez. J'ai une deuxième question qui se rapporte au droit. Quel est le rôle du droit de la propriété intellectuelle, le brevetage des semences, l'interdiction de
pour que les agriculteurs puissent conserver leurs semences, leurs graines. Alors, dites-moi, quel rôle cela a dans ce 100 milliards de personnes qui ont faim dans le monde. Merci. Et une question seulement, une petite question courte de ce côté-là. Et vous et la personne qui est debout, ensuite, nous devons clore la séance. Et seulement une question et une question courte. Lucy Kamar, étudiante à l'Université d'Ottawa dans le développement international et la mondialisation. Ma question se rapporte un peu à la dernière question. La deuxième résolution verte en Inde de partenariat avec Monsanto, Walmart, je crois, et un autre détaillant marché d'alimentation où essentiellement on met l'accent sur les aliments génétiquement modifiés et le rôle que peuvent jouer ces aliments pour la sécurité alimentaire en Inde et ailleurs. Merci. Je m'appelle Shiv Chopra. D'abord, Dr. Swaminathan, vous et moi, nous en avons parlé de ce sujet-là auparavant et j'aimerais le soulever à nouveau puisque cela revêt une importance accrue. Que faisons-nous avec le système d'éducation dont Mahatma Gandhi a parlé toute sa vie durant et malheureusement, il a été assassiné. On n'y a jamais donné suite. Et c'est que toute l'éducation, à partir de 4 ans jusqu'à 18 ans, devrait être donnée dans les écoles en ce qui concerne cultiver des aliments. Si on le faisait, on n'aurait pas besoin de pesticides, on n'aurait pas besoin d'OGM. De fait, les aliments ne font plus partie de l'équation économique. Nous n'aurions plus besoin de transporter. Tout se fait à l'échelle locale et plus personne ne souffrirait de la faim. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Et enfin, vous avez le dernier mot, Julian Nord, de Seeds Without Borders. Ça se rapporte aux deux premières questions. Le droit aux semences. Qu'est-ce que vous en pensez? Les multinationales, dans ce contexte, étant donné le fait qu'ils contrôlent, semblerait-il, plus de 50% du marché des semences. Merci beaucoup, Dr. Swaminathan. La dernière question portait sur l'accès aux semences? Oui? Aux semences, aux graines. Et ça se rapporte à la première question posée par Mme Walsh. L'accès à la semence pour les agriculteurs, oui. Une question aussi sur les droits fonciers. Et laissez-moi, est-ce que je me souviens, une question aussi sur les OGM et la deuxième révolution verte en Inde, une autre sur l'éducation, se rapportant à la question de sécurité alimentaire. Je pense, encore une fois, plusieurs de ces questions se rapportent à la technologie et les choix technologiques, les politiques technologiques d'un pays en matière d'agriculture. Et il y a plusieurs façons d'y arriver, telles que l'éducation. On en a parlé. Mahatma Gandhi a parlé de ce qu'il appelait l'éducation de base. Gandhi croyait que l'indépendance du village était importante. Cela mène à l'indépendance de la nation. Alors, il faut partir de bas en haut. Chaque village peut devenir autonome dans la mesure du possible, mais pas pour tout, mais des questions de base telles que l'eau, les aliments, tels qu'il a dit à ce moment-là, on n'aurait plus besoin de tous les OGM et ainsi de suite. Les personnes peuvent produire les aliments dont ils ont besoin et tisser le coton. Alors, ce sont des concepts intéressants. La dimension, rapport entre les sexes pour la sécurité alimentaire. Les femmes, même si en Afrique, on dit toujours que les femmes sont principalement les agricultrices et les hommes, c'est plutôt l'agriculture commerciale. Mais les femmes n'ont jamais été reconnues comme agricultrices, étant donné le système de soutien dont on a besoin, y compris des crèches, des soins de santé, des garderies pour les enfants. Il y a des besoins importants. On ne peut pas tout simplement dire, bon, alors, les femmes se chargent de l'agriculture. Qu'adviendra-t-il donc des enfants? On a besoin de soutien, y compris missionnaires. Il y a plusieurs années en Corée du Nord. Vous savez la différence entre le Sud et le Nord
dans le Nord, il y avait un manque, pénurie d'aliments parce que presque tous les hommes étaient dans l'armée. Les femmes s'en chargeaient de l'agriculture presque uniquement. Il n'y avait pas le système de soutien pour des femmes, les petits tracteurs dont on avait besoin. Il n'y avait pas de développement d'outils que les femmes peuvent manier plus facilement. Alors, il faut intégrer cette sensibilité dans la politique. On peut tout simplement dire on doit faire quelque chose pour les femmes. Même lorsque j'étais président du Conseil des carburants, enfin, quelqu'un me dira les femmes n'y sont pas. Alors, on va inclure les femmes. Mais c'était donc pour la forme. Là, on devait trouver un rôle pour la femme, à moins que ce soit intégré dans le développement de la technologie, à moins que la technologie est adaptée aux femmes. On n'aura jamais le type de contribution que les femmes peuvent faire. C'est un potentiel qui ne sera pas réalisé. J'aime ce concept de l'éducation, mais les ONG, les pesticides, on n'en a pas besoin. Donc, dans la lutte antiparasitaire intégrée, c'est tout le village, parce que les petites... Qu'est-ce que c'est ce concept de petite exploitation agricole au Canada? Il y a quelqu'un qui m'a dit de 400 à 500 acres. Alors, en Inde, c'est 1 hectare, 2 acres et demi. Ça, c'est un petit agriculteur. S'il y avait union entre eux, alors Gandhi a aussi dit qu'il mettait l'accent sur l'organisation sociale, CERVODA, et là où tout le monde est gagnant, il n'y a pas de gagnant et de perdant. Tout le monde pousse à la roue. Il a aussi dit qu'il faut faire attention aussi aux plus pauvres. Il faut s'en charger. On commence par les plus pauvres. Les pauvres, sinon, on n'aura pas une société à synergie élevée. Comment créer la synergie au sein d'une société, ça c'est important. Et l'accès aux semences, là encore une fois, vous savez qu'idéalement, et très récemment, il y a des entreprises commerciales qui produisent seulement des semences hybrides, des entreprises qui ont des plantes hybrides uniquement. Sinon, l'agriculteur gardera sa propre semence. 80 des semences en Inde appartiennent aux agriculteurs. Donc, l'industrie représente seulement de 15 à 20 et fournissent des semences hybrides. Ça veut dire que je dois les acheter tous les ans. Il y a deux façons de faire. Je l'ai vu lorsque les Chinois ont commencé le riz hybride. Ils l'ont identifié d'une île à l'année. Ils préparent l'hybridation dans les années 80, 1780. Ils ont appris aux villageois à produire leurs propres semences hybrides pour que le village devienne indépendant. Mais là, tout a beaucoup changé en Chine depuis 20 ans. J'ai l'impression que chaque village, les entreprises devront coopérer, devront donner les semences par an. Les villages peuvent produire une petite groupe de femmes, un mouvement d'hommes et de femmes qui organisent les semences. Ils pourront fabriquer des semences. Il doit y avoir une structure compatible au plan social. Dans plusieurs cas, s'il y a des semences qui viennent des entreprises commerciales, et il faudra qu'il y ait coopération, et ces entreprises commerciales pourront aider les pauvres. Et ça pose maintenant un gros problème pour la technologie moderne. La révolution verte, de façon générale, on disait que c'était un produit de recherche par le secteur public, recherche gouvernementale, des fondations, mais la Révolution verte est une entreprise du secteur privé. Mon dernier point, en ce qui concerne les OGM, la base, c'est l'entreprise privée couverte par des droits de propriété intellectuelle. En Inde, si je veux acheter une semence hybride, je dois payer à Monsanto pour chaque kilo de graines de coton que j'achète. C'était 1500 roupies, 45 $ canadiens, 40 roupies,
1500 roupies. C'était la valeur, la propriété intellectuelle que je versais à la compagnie pour chaque kilo. Les agriculteurs gardent leurs propres semences, alors c'est très coûteux. Et je vois que les entreprises ont investi de l'argent là-dedans et que les actionnaires veulent un rendement sur leur investissement et que donc ils doivent vendre. Une façon de faire de la recherche sur le secteur public comme CJIR, le public, les institutions plutôt publiques, les systèmes de recherche nationaux. Ici, en Inde, on avait notre propre institut, l'Institut du coton a maintenant une variété de coton au GM, mais c'est une variété non pas hybride. Si je suis agriculteur, j'achète celle-là, puis je peux garder ma propre semence. Je ne suis pas obligée de retourner voir la compagnie l'année prochaine. Alors, la stratégie de recherche, il doit y avoir davantage d'investissement dans de bonnes recherches publiques par des établissements du secteur public, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale. Et en deuxième lieu, il nous faut une participation avec le secteur privé pour voir comment la technologie peut être mise à la disposition des agriculteurs de façon moins coûteuse. L'OGM est une technologie très puissante. Plus la technologie est puissante, plus il faut faire preuve d'éthique. Il faut conservation bioéthique. Éthique en ce sens, discrimination sociale et accès à la technologie. Il y a aussi des aspects sécuritaires, sécurité environnementale, à moins d'avoir un mécanisme qui inspire la confiance du public, la confiance politique et la confiance des médias. Vous ne pourrez pas utiliser la technologie de façon bien efficace. Il faut un système politique fort, mais je suis généticien contemporain de Watson et Crick. J'étudiais à Cambridge au même moment que Watson et Crick. Ils ont publié ce document en 1943. J'ai terminé mon doctorat en 1942. Je les rencontrais fréquemment et je ne croyais pas qu'ils allaient apporter un tel changement. Mais de 1953, et à partir de 1953, nous avons maintenant plus de 50 ans de savoir dans le domaine de la génétique médicale et agricole. Génétique médicale ne suscite pas trop de controverses. Génétique alimentaire, davantage. Les gens se préoccupent des aliments. Le prince Charles vous dira seulement des aliments biologiques et non pas des aliments Franken. Ça peut être fait seulement par le système qui inspire la confiance publique, confiance politique, mais il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Nous avons des variétés de riz et d'autres récoltes qui tolèrent l'eau salée, qui ne tolèrent pas l'eau salée. Alors, il faut avoir les gènes. Si j'allais dans les variétés, l'Institut international du riz a plus de 100 000 variétés de riz dans la banque de gènes. On croit qu'on a 150 000 variétés. Plus de 100 000 sont entreposées. Maintenant, les Norvégiens essaient de préserver pour la prospérité un échantillonnage des différentes variétés. La technologie est extrêmement puissante. Nous avons soutiré des gènes d'une jeune dame d'un arbuste qui pousse avec très peu d'eau. Elle a identifié le gène pour ces plantes. Étant donné l'augmentation de la population, on doit davantage produire sur des terres moins grandes. Ensuite, si je suis un petit agriculteur, à moins d'avoir un supplément, je n'aurai pas d'argent. Il faut une productivité. Accroître la productivité. Alors, la technologie, je ne l'écarte pas à cause de certains principes. Les principes éthiques sont importants. Le clonage est une question très controversée, mais pour la plupart, ça fait partie de la génétique de la loi de Mendel. C'est une étape évolutionnaire et nous devons savoir comment composer avec cela. Je vous remercie beaucoup, Dr. Swaminathan. Merci de cette bonne réponse aux questions qui ont été soulevées sur l'OGM. Le moment est maintenant venu de clore la séance, mais avant de ce faire,
j'aimerais remercier l'équipe du CRDI responsable de la communication, ainsi que notre équipe audio-vidéo et les interprètes. Je vous remercie beaucoup. Merci de vos bons services. Et je pense qu'on doit aussi remercier notre auditoire pour la qualité des questions qu'ils ont posées. J'aimerais vous remercier tous et toutes. Merci d'être venus. Merci d'avoir posé vos questions. J'aimerais aussi remercier les responsables du web qui écoutent cette conversation avec le Dr Swaminathan. Mais d'abord et avant tout, je vous remercie, Dr Swaminathan. Quelle occasion extraordinaire cet après-midi. Quel cheminement extraordinaire. Il y a eu plusieurs défis, plusieurs exemples qui ont été cités, qui prouvent bien que depuis 50 ans, des personnes comme vous ont inspiré et ont pu répondre à ces défis. Il y a un message que tout le monde apportera aujourd'hui, c'est que même si la question est très complexe, la sécurité alimentaire est de retour à l'ordre du jour. Il y a une masse critique de personnes qui ont toujours travaillé là-dessus, continueront de le faire. Bon nombre de gouvernements poussent à la roue et nous espérons que cela va se poursuivre dans l'avenir afin de répondre aux défis que cela pose. Mais, somme toute, depuis 40 ans, le CRDI travaille dans le domaine, mais c'est à cause, en partie à cause de personnes comme vous. Je vous remercie de vos gentils propos à l'égard du CRDI, mais c'est à nous à vous remercier. Chaque fois que vous viendrez au CRDI, vous serez accueillis, vous serez chez vous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Nous vous souhaitons bon retour, bon voyage en Alberta et bon retour à la maison par la suite. Et nous vous souhaitons le meilleur. Continuez votre carrière très brillante où le CRDI parle d'innovation et d'impact. C'est très puissant et c'est bien transmis grâce au travail que vous avez fait au fil des ans. Ce fut un privilège pour moi de passer l'après-midi avec vous, un privilège pour nous tous, j'en suis convaincue. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup.